Bienvenue sur le podcast Un thé au studio Savoie. C'est un podcast dédié à la création. J'ai envie de faire parler les artistes de mon entourage. Depuis 15 ans que je suis à Bruxelles, j'ai travaillé avec beaucoup d'entre eux. J'ai envie donc de rendre hommage à ces personnes. J'ai envie de faire trace et de documenter tous ces gens au sein de cette époque dionysiaque. En m'inspirant de podcasts simples sur les stand-uppers en France, j'ai juste envie d'échanger avec tous les créateurs que je rencontre autour des pratiques artistiques. Étant moi-même artiste, la question principale qui m'anime est comment créer ? Qu'est-ce que ce processus de création pour chacun ? Où est-ce qu'un artiste puise ses inspirations ? Est-ce que le processus de création est le même en fonction des disciplines, des individus ? Qu'avons-nous en commun ? Et quoi de mieux que de discuter autour d'un thé, car là aussi il est question de vie et de créativité dans cette extraordinaire boisson. Moi j'adore le thé. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Un thé au studio Savoie. Aujourd'hui je suis avec Renaud Deputer. Salut Renaud. Bonjour. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité. Donc Renaud, toi tu es compositeur de musique, réalisateur de films, écrivain dans le sens poétique, tu écris de la poésie et tu fais des aquarelles. Ouais. Ou des collages peut-être aussi, c'est-à-dire de la forme imagée. Je dirais plutôt plasticien, parce que maintenant ça a tendance à un peu excéder simplement cette technique-là, l'aquarelle. C'était la base, mais oui. Et, du coup, plasticien. Donc c'est quand même, c'est quand même impressionnant tout ton travail, je trouve, moi. Tu as été édité plusieurs fois, notamment avec Sub Rosa. Toi, je vois là, tu fais une tête. Tu es très humble par rapport à ce que tu fais, en fait. Ou tu n'es pas d'accord, peut-être, je ne sais pas. Non, mais un parcours, je pense, on procède aussi beaucoup par oubli. Donc, je sais pas, maintenant j'ai 55 ans, il y a déjà des choses derrière moi, mais j'y pense pas toujours. Et puis, je pense pas toujours à toutes les étapes du chemin. Et parfois, c'est vrai que forcément, comme on est un peu âgé déjà, comme je suis un peu âgé déjà, le chemin, il est assez long. Mais voilà, j'ai une mémoire assez courte aussi. Donc, ça me permet de vivre assez bien dans le présent. Ok. Et comment est-ce que tu as commencé alors moi, je t'ai connu en tant que réalisateur, mais pour moi, ton parcours était d'abord de composition, ensuite de réalisation, et puis maintenant un peu plus hybride, la sensation que j'ai. Hybride au sens, tu continues la réalisation, mais tu vas aussi vers justement les arts plastiques ou l'écriture. Comment ça t'est venu En fait, un peu comme tout le monde, je pense, depuis l'enfance, j'ai eu très vite un rapport assez créatif, par exemple à la musique. Donc, souvent, quand j'étais enfant, j'essayais des enchaînements d'accords et des choses comme ça au piano, ou même parfois à la guitare. Je me rappelle, j'avais une guitare en main, j'avais écrit une petite chanson, même ça avait fait rigoler mon frère qui se moquait de moi et tout. Bon, voilà, donc c'était un peu la base. Et avec le temps, j'ai essayé de travailler ça. Alors c'est vrai, en tant qu'enfant, on a toujours une pratique artistique multiple. Hein. On a des pratiques créatives qui sont peut-être pas qualifiées d'artistiques, mais on est créatif en tout, par rapport au texte, au langage, à la musique, au dessin. Et puis avec le temps, généralement, ça se perd. Il y a un tri qui se fait, une spécialisation. Pour moi, je sais pas, avec le temps, j'ai revisité régulièrement toutes les facettes de ce goût d'expérimenter que j'avais quand j'étais enfant, je pense. Et voilà. Donc, si tu demandais quelle est la cohérence du parcours, la cohérence du parcours, elle vient de là, je crois. C'est peut-être simplement le fait de ne pas avoir perdu des trucs qui, généralement, peuvent se perdre si on ne fait pas attention. Et au contraire, de se donner le temps de
de les réinvestir. Enfin, c'est pas une volonté, en même temps c'est un besoin, c'est quelque chose qui est là, et d'avoir aussi la souplesse et l'organicité de passer de l'une à l'autre en fonction de ce qui est important à un certain moment. Alors, oui, donc ça a commencé plutôt par la musique, mais je dessinais énormément à ce moment-là aussi. J'écrivais un petit peu de la poésie. J'ai commencé à écrire de la poésie à l'adolescence. Et depuis mes 18 ans, j'ai un journal qui est immense maintenant, mais que je n'ai jamais rouvert. Ou bien alors quand je le rouvre, ça me... Je sais pas, j'ai pas envie de revoir tout ça. Mais enfin, c'est là quand même. Donc je veux dire, il y avait déjà l'écriture, la musique, l'image, plutôt l'image par le dessin quand j'étais enfant. Et puis voilà. Donc, d'abord, historiquement, enfin, je dirais, c'était la musique que j'ai essayé de développer, parce que c'est peut-être la chose qui me paraissait, enfin, à ce moment-là, qui me paraissait le plus nécessiter une forme de spécialisation et une forme d'apprentissage, en fait. Donc j'ai suivi des cours de musique, évidemment, et puis assez vite, quand j'avais 18 ans, quelque chose comme ça, j'ai commencé à prendre aussi des cours de composition, mais toujours de façon assez en marge de l'institution. Par exemple, j'ai suivi des cours de composition avec Philippe Boussemans notamment, mais c'était en dehors de tout. Il n'avait pas d'ailleurs de charge d'enseignement officielle, Philippe Boussemans, mais il avait quelques élèves, mais c'était en marge de sa pratique de composition. Et j'étais très heureux de pouvoir bénéficier de ça, bien sûr. Mais voilà, donc la composition, là je suis rentrée un peu dans ce monde de la musique contemporaine, à Bruxelles, avec le festival Ars Musica à l'époque, des choses comme ça. Travailler avec des musiciens, écrire pour eux, répondre à des commandes, là, oui, c'est vrai. Et puis, assez vite, j'ai senti une sorte de limitation, ou plutôt un besoin de sortir de cet univers, plutôt pour deux raisons, en fait. D'abord parce qu'il y avait encore des sortes de blocages esthétiques qui étaient gênants, je trouve, qui maintenant sont beaucoup moins vrais, je crois, hein, mais qui à l'époque étaient encore, malgré l'action de personnes comme Boussemans ou d'autres, il y avait encore un certain rigorisme comme ça, hérité des années formalistes, je dirais. Ça m'ennuyait. Et puis d'un autre côté, il y avait aussi l'appel de la narration, donc là, à texte-image, qui a fait que, au lieu d'aller vers une issue, je dirais, un peu normale quand on est compositeur, qui est dans la tradition, en tout cas, de compositeur, qui est d'aller vers l'opéra ou quelque chose comme ça, j'ai préféré aller vers le film et m'interroger plutôt sur les formes de narration qui pourraient intégrer la musique dans le film. Et ça s'est fort développé. C'est extrêmement comblant, le cinéma. Tu sais ce que c'est. Donc, tu vois ce que c'est. C'est quelque chose qui comble énormément. Et donc là, il y a eu une dizaine de films que j'ai faits. Mais en même temps, en travaillant cette question du film, c'était la question de l'image qui revenait, bien sûr. Et la question de l'image, elle reposait la question de la composition du cadre, je sais pas, de l'aspect visuel, et donc cet intérêt pour essayer de faire des choses au niveau plastique. Et c'est comme ça que ça s'est développé en parallèle. Voilà, donc comme ça, tu as un peu la raison de tout le parcours, en fait. Je vais monter un peu. Je suis dans la... Hop là. Est-ce que ça veut dire que la musique
Parce que tu parles d'expérimentation, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la découverte, et puis tu fais très tôt, en fait, c'est pas la musique d'abord, et puis après le reste. Moi, c'est la sensation que j'avais avec ton parcours. Là, ce que j'entends, c'est que, en fait, ces choses-là étaient déjà en parallèle entre l'écriture, le dessin et la musique. Euh, mais bon, il y a quand même ce premier chemin qui se dessine, peut-être plus professionnellement, vers la musique. Est-ce qu'à un moment donné, parce que là tu parles d'histoire, moi j'ai la sensation que, en connaissant ton travail, que c'est une question centrale en fait, l'histoire. Pas uniquement la question du cinéma, mais de l'histoire racontée. Est-ce que la musique, d'un coup, c'était quelque chose de trop abstrait? Et enfin, je sais pas comment dire, tu vois? Oui, je, c'est une question compliquée en fait. La question de la musique pure. Mhm. Hein. Euh, Là, j'avais commencé à travailler la sonate de Liszt. Pour l'instant, je compose moins de musique, mais je joue beaucoup du piano. Et j'avais commencé à travailler la sonate de Liszt, qui est un monstre d'une demi-heure. Et j'ai travaillé un tiers de cette pièce. Bon. Et je me disais vraiment, enfin, c'est un morceau fascinant parce qu'il a un côté très narratif, mais c'est de la musique pure. Donc, on peut être narratif d'une certaine manière dans l'abstraction musicale. C'est possible. Euh, mais personnellement, je ne me voyais pas écrire, je ne sais pas, euh, un cycle de quatuor à cordes ou parce que c'était plutôt une pratique de musique instrumentale que j'avais. Hein. Bon. Euh, non, j'ai eu assez vite besoin d'intégrer. Bon, d'abord, il y a eu des projets scéniques en même temps. Donc, c'était d'abord travailler avec des danseurs comme Joanne Saunier ou d'autres. Et ça posait déjà, travailler, même le travail avec des danseurs posait la question d'une forme de narration à travers de l'écriture chorégraphique et de la construction de la musique pour la danse. Alors, oui, le texte, bon, je me rappelle, dans un des premiers spectacles de danse qu'on avait fait avec Stéphane Ginsburg et Joanne Saunier, j'avais choisi des textes d'Henri Michaud pour pour les intégrer. Et Joanne disait et chantait ses textes en dansant à certains moments. C'était un spectacle qui s'appelait Corée. Et en fait, il y avait aussi de l'image filmée dans ce spectacle d'ailleurs. Voilà, donc les embryons, ils sont là. Si on pose la question du rapport à la scène, c'est la question du rapport au public. Euh, je dirais, on a un peu là tous les éléments. Alors, en parallèle de la pratique de composition, j'ai écrit un certain nombre de textes pour la scène aussi, parce que à ce moment-là, j'étais proche de Monique Dorcel, du théâtre poème, des gens du théâtre poème, etc. Toute cette mouvance extraordinaire qui a existé. Et j'avais la possibilité de travailler avec des acteurs et à des projets scéniques qui intégraient de la musique, du texte, une question de direction d'acteurs qui est très intéressante aussi, et mise en scène. Donc c'était vraiment comme un laboratoire. Ça a permis de me donner à un certain moment tous les éléments pour pouvoir travailler ce qui me paraissait actuellement la forme la plus pertinente et aboutie et construite et organique, organisée de porter une narration, ce qui est le film pour moi. Euh, En tout cas, c'est ce que je pensais vraiment à cette époque-là. Et donc, j'étais très, très heureux d'avancer là-dedans. Mais tu avais utilisé, tu avais épinglé le mot expérimentation. Oui, en fait, ce que je trouve important, c'est vrai, je n'ai jamais le sentiment de faire autre chose que des expériences, en fait. Que ce soit à travers la composition, l'image ou le film. C'est toujours pour moi l'idée d'expérimenter des possibles. Et il me semble que c'est vraiment le sens du fait d'être ici. Pour moi, en tout cas,
c'est d'essayer d'expérimenter, de voir ce qui est possible, de voir où sont les limites, de voir comment et quand on se fait arrêter pour quelque chose, ce qui arrive, hein. C'est pas très agréable, mais ça arrive. Et d'aller jusqu'à ce point-là, toujours, pour peut-être tester la limite, en fait, et tester le possible, et accroître le domaine du possible. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. La sensation que ça te donne, je trouve, en voyant tes projets, sans forcément avoir ce moteur en tête, c'est que du coup, je trouve que ça questionne le média, en fait. Tu vois, cette histoire d'amener de la fiction en point de départ sur des choses extrêmement documentaires, inscrites dans le réel. Et du coup, quelle est la frontière d'être à cette lisière-là? Ça questionne en fait du coup l'objet. C'est-à-dire qu'en même temps, enfin en tout cas moi c'est ce que je retiens, c'est-à-dire que de cette expérimentation vient la question même de l'acte en fait. Pour moi, ça vient questionner ça. Qu'est-ce que l'acte? Oui, c'est une question compliquée et, et abstraite. On l'aborde chaque fois peut-être différemment à travers chaque objet qu'on crée, en fait. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que pour moi, l'objet, je n'ai jamais l'impression de créer un objet fini, en fait. Euh, Simplement, à un certain moment, je laisse l'objet pour en créer un autre. Voilà. Parce que je ne peux pas aller plus loin avec cette chose à ce moment-là. Euh, Ça donne le côté un peu prototype à chaque chose qui est faite, avec la joie et le plaisir de se dire, tiens, c'était possible de faire ça, ou bien je peux encore essayer quelque chose là-dedans, et il y a encore une marge à exploiter. Bah, personnellement, par exemple, quand j'étais adolescent, j'avais la musique qui était là, parce que mes parents étaient très mélomanes et tout, donc il y avait de la musique partout. Je pouvais faire de la musique, même s'ils ne voyaient pas forcément d'un très, 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 très bon œil le fait que je me destine vers une carrière artistique. Ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que je voyais comment il fallait faire. Il y avait un conservatoire, possiblement, dans lequel entrer, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, un cursus d'apprentissage que j'ai essayé de suivre autrement, voilà. Mais bon, il y avait, et puis des scènes et des possibilités de se produire et tout et tout. Mais par exemple pour le cinéma, moi j'ai toujours été fascinée par le cinéma depuis l'enfance, mais je ne voyais dans le milieu dans lequel j'étais aucune possibilité de créer quoi que ce soit à travers ça, d'aller vers cette création. Je ne connaissais rien de ce monde. Je connaissais que les œuvres. J'étais déjà, rétrospectivement, je me dis, assez cinéphile quand je vois les films que j'aimais quand j'étais enfant et les films qui m'ont marqué. Mais voilà, c'était un autre monde. C'était impossible. Bon, j'avais des amis adolescents, etc., qui adoraient le théâtre, comme quelqu'un comme Laurence Vielle ou d'autres. Et là, je voyais qu'il y avait une possibilité pour ce genre de choses-là, par exemple. Mais le film, non, ça paraissait vraiment impossible. C'est à travers ma pratique musicale, à un certain moment, et le travail de création d'une bande musicale pour des films muets. C'est un projet de la Cinémathèque à l'époque. Que je me suis approchée de ça, que j'ai compris un petit peu les choses du montage, comment ça se passait, comment on faisait un film. Et puis après, avec mon premier film, Champ de simplification, où là, c'était vraiment... je débarquais complètement et je connaissais rien du tout. Et c'était une découverte totale, pas toujours dans le calme et la sérénité d'ailleurs. Mais voilà, après, c'est une grammaire à acquérir, on voit. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, à un certain moment, je ne pensais pas au cinéma parce qu'il n'y avait pas de chemin possible vers le cinéma. Et puis la vie a fait que subitement, il y a eu un chemin qui s'est dessiné. Et comme le chemin s'est dessiné,
j'ai foncé dedans, voilà. Comme dans tous les chemins que je vois et qui me paraissent aller vers plus de réalisation ou plus de réalisation, je veux dire pas au sens réalisation filmée, réalisation philosophique peut-être, accomplissement, voilà, plus d'accomplissement. Mais ce sont jamais que des expériences. J'ai pas le sentiment de faire une œuvre en fait de je sais pas, je voyais là par exemple l'autre jour on regardait Pacifiction d'Albert Serra en streaming. J'étais complètement renversée par le film qui est magnifique et d'une beauté formelle, d'une intelligence profonde, enfin, un film admirable, vraiment un chef-d'œuvre. Ce que je veux dire, moi, ce sont des petits balbutiements, ce que je fais, c'est des petites choses, des petits prototypes expérimentaux que je bidouille. Et je suis très admirative d'œuvres comme ça, qui sont des accomplissements. Moi, je ne vise pas des accomplissements, en fait. Tu veux dire le regard en comparaison de grands maîtres et de toi, tes œuvres, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est un travail, je veux dire... moi, je comprends très bien maintenant ce qu'il faut à Albert Serra d'exigence, de perfection à tous les niveaux, à la fois de contrôle et de lâcher prise, pour arriver à créer un film comme ce film-là, par exemple. Je le vois très bien et je suis très admirative, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est marrant parce que moi je perçois pas ton travail comme ça. Je le perçois aussi comme une grande pierre à l'édifice. Parce que ce que je trouve remarquable dans ton travail, c'est la sensation de liberté. C'est-à-dire une écriture singulière, qui est la tienne ou qui est la vôtre, hein, parce qu'il y a quand même des films où vous co-réalisez avec Guy Bordin, Oui. vous êtes deux. Et du coup, je trouve ça très libre en fait. Tu parlais au début de la musique qui était très formatée il y a quelques années. Moi, je sens. Enfin, du coup, le chemin s'ouvre ailleurs en fait. Moi, c'est ça que j'entends. Pour pouvoir avoir sa propre écriture en fait. Et c'est ça que je ressens. C'est ça que je ressens, c'est-à-dire que c'est pas forcément la question. Et c'est marrant parce que tu as utilisé le terme comme si tu savais maintenant les ingrédients à mettre dans un film. Tu vois, à un moment donné, tu as dit ça. Mais c'était pas avec le mot ingrédient. Hein, et je me dis, mais en fait, est-ce que tu en as eu besoin vraiment de comprendre ça? Parce que moi, formellement, enfin à tous les niveaux, c'est-à-dire que ce soit dans la narration, que ce soit formellement dans l'écriture cinématographique en elle-même, ou que ce soit sur la place de la musique aussi. Donc dans ces 3 degrés-là, c'est quand même très très personnel. Oui, peut-être, mais je sais aussi, quand je vois un film qui est pour moi parfaitement abouti comme ce film-là, je vois ce que ça représente, en fait. C'est ça que je voulais dire. Mhm. Et oui, bah, je ne me prononce pas sur ce qui a été fait. Ce qui a été fait, et voilà, en fait. J'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais pour tout. Euh, voilà. Mais c'est vrai, cette question de liberté, ça me paraît important. On est relativement peu libre dans la vie. Hein. On a, comment dire, les possibilités que la société nous donne au niveau où on est, oui, dans la position sociale à laquelle on est. Mais je trouve qu'on a un devoir d'expérimentation. Enfin, moi, je vois ça comme ça, vraiment, pour moi. Enfin, c'est-à-dire que je m'ennuierais sinon. C'est pas possible, je veux dire, c'est pas vivable de rester sans expérimenter. Enfin, c'est même pas une option, en fait. C'est... voilà, c'est simplement ça, il faut le faire.
il me semble. C'est la seule façon de passer le temps ici, en fait. Et est-ce que tu as eu l'impression que, du coup, euh, que, que c'est pas possible d'aller au bout d'un média, tu vois? Ou est-ce qu'à un moment donné, le fait d'expérimenter, tu as dit, bah tiens, en fait, là, je suis allé au bout de ce que je pouvais exprimer avec, je ne sais pas, une forme, tu vois, ou un média, et que du coup, tu passes à un autre. C'est une question compliquée et qui fait intervenir pour moi deux éléments, certainement au minimum. C'est d'abord ses propres limites en tant que créateur, et deuxièmement les limites que la société impose à la création. Euh, il y a un rapport peut-être entre les deux, ou une certaine indépendance aussi entre les deux, parce que parfois on peut, comment dire, voir que des médiums, enfin comment dire, des créations qui sont pas forcément extrêmement brillantes arrivent à des degrés de notoriété immenses. Donc il peut y avoir une forme de relation entre les deux contraintes, ou pas forcément. Moi, ce que je vois, c'est que j'étais souvent arrêtée par mes limites et par le, le monde, enfin par le... Ça, tu veux dire quoi par là, le monde? Comment le monde, c'est-à-dire? Ben, je ne sais pas, par exemple, au niveau de la production en matière de film, tu trouves à produire un film et puis tu ne trouves pas de producteur pour un autre film. Ok. Donc voilà, là, quelque part, tu peux avoir un projet qui est magnifique dans l'écriture et tout ce que tu veux sur papier. Si tu ne trouves pas de producteur, tu ne parviendras pas à le monter, c'est tout. C'est ça. Et donc le projet, là, il se heurte à une limite. Ça, bien sûr, tout le monde connaît ça. Et puis il y a des limites qui tiennent plus à ses propres capacités. Je pense par exemple à des limites au niveau de la composition, aux connaissances de techniques instrumentales, maîtrise de certains outils informatiques, limite même de l'audition intérieure, ou de peut-être d'a priori esthétique que tu as, ou de brides intérieures qui font que tu n'es pas entièrement libre dans ce que tu fais, et que tu pourrais faire autre chose en étant quelqu'un d'autre. Bon, ça, c'est une forme d'évidence. Mais oui, il y a ça, et dans les formes compliquées comme le cinéma, il y a aussi toutes sortes de limites qui viennent du fait qu'entre l'idée d'un projet et sa concrétisation, il y a à la fois le gain du passage de quelque chose de potentiel à quelque chose de réel, mais il y a aussi la perte de tous les possibles, évidemment. Et donc le rétrécissement du champ en fonction des choix qui sont faits à tous les moments et par tous les postes qui interviennent dans la confection du film, en fait. Mais au niveau des arts plastiques, ça peut être des limites quant au médium, une facilité avec certains médiums, une gêne par rapport à d'autres, un manque de maîtrise de certains médiums. Ça crée à la fois des opportunités et en même temps, c'est un sentiment de limite. Mais c'est toujours intéressant de se heurter aux limites. Moi, il me semble que j'ai toujours essayé d'avoir une attitude courageuse face aux limites, justement. Que ce soit ses propres, en essayant de travailler dessus, ou celles qui sont imposées par les autres, en essayant de les contourner, si possible. C'est pas toujours possible. Donc l'essentiel, à un certain moment, alors, c'est de se
de pouvoir un peu se re- recentrer, repositionner et choisir les options qui sont encore possibles. Mais je trouve ça intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est-à-dire que je trouve qu'un bon moyen de contourner ses propres limites, c'est aussi d'envisager la création comme tu le fais, c'est-à-dire un terrain d'expérimentation. Parce qu'alors du coup, ça veut dire que c'est le terrain de jeu de chercher et non pas d'imiter ou de comprendre comment le langage de l'autre pour l'incorporer. Non, non, c'est la question directement, c'est tout de suite la question de son propre langage en fait. Mais qui n'est pas forcément consciemment, hein, puisqu'on ne le sait pas forcément. Mais en tout cas, le fait même d'expérimenter génère. Je trouve que c'est un bon outil. Moi, je ne m'étais jamais posé les questions de cet ordre-là. Alors que j'aime beaucoup ça, moi, la question des médiums, la question de Bah chercher, oui, tu connais. oui, de ne pas être au même endroit, etc. Et puis de mes propres limites aussi, je les connais bien. On les connaît forcément. Mais je trouve ça hyper intéressant, du coup, de me dire, ah ouais, mais en fait, ça devient presque un terrain de jeu aussi, donc ça devient jouant aussi avec la matière. Et j'aime bien tout ce que tu racontes sur l'aspect aussi expérimenté sur le regard de l'autre. C'est ce que j'entends quand tu dis surprendre, euh, presque des expériences de tiens, je fais cette œuvre, j'ai envie de créer ça, et comment est-ce que mon environnement va réagir au fait que je veux créer cette pièce-là, ou au fait qu'elle existe. Et c'est intéressant aussi. C'est vrai. Je dirais, ça, pour moi, ça rentre peut-être moins dans une forme de stratégie que dans une forme de je dirais, de curiosité par rapport à ce qui se passe quand on fait ça et qu'on pose ça devant un public. Mm. Hein. Voilà. Alors, je me vois moins comme quelqu'un qui joue avec les attentes du public en disant... Parce que je ne pense pas que le public a des attentes vis-à-vis de moi. Peu importe, c'est pas la question. Et donc, je ne me vois pas jouer avec les attentes du public par rapport à mon œuvre. Je trouverais ça assez prétentieux, en fait, pour moi, personnellement. Mais par contre, je suis toujours curieux de voir comment le public réagit par rapport à quelque chose que je propose. Et ça m'intéresse, je trouve ça chouette. Et souvent, ça crée des rebonds ou pas. Voilà. Souvent, pendant ma période de composition de musique pure, je me suis souvent dit que les réactions du public à la musique pure de concert étaient assez pauvres. Et en fait, Dans quel sens pauvre, juste? pauvres, peut-être parce que c'est un public assez intériorisé, et que tu ne vois pas exactement Ok. ce que les gens ressentent, etc. Ok. Alors, du coup, je me suis dit, mais c'est cette forme du concert qui ne va pas. Et c'est pour ça que j'étais plus vers des formes intégrant un élément scénique vivant, que ce soit de la danse ou du jeu dramatique, du texte, de l'image. En me disant, oui, voilà, ça va activer plus, sans doute, ça va faire un peu bouger les choses, quoi. Parce que je trouvais qu'il y avait une forme d'ennui dans la forme du concert que parfois j'adore, hein, personnellement. Mais bon. Alors, oui. Il me semble que... C'est étonnant parce que maintenant, avec un peu de recul, je me dis, tiens, j'ai connu des réactions par rapport à toutes sortes de projets. Mais les réactions les plus... comment dire, les plus comblantes, je les ai à travers l'art plastique, en fait. C'est bizarre. Ok. Parce que c'est plus direct, je pense. Je sais pas. Ok. Direct dans quel sens? Ça touche le spectateur, c'est ça? Direct dans le rapport qu'il y a avec les gens qui viennent. Mais je sais pas pourquoi ça provoque plus une expression. Tu vois? Il y a plus une verbalisation, Ok. peut-être. Je sais pas. J'ai cette impression. Ok. Et tu dis pas que c'est aussi avec. Là, tu penses plus aux aquarelles, ou je me trompe? Oui, 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 oui. Tu penses pas que c'est aussi peut-être une forme qui est plus...
La forme est plus directe aussi? Peut-être, oui, oui, sans doute, il y a un côté plus direct, certainement. Mais oui, c'est peut-être la forme la plus directe que j'ai utilisée d'expression, Parce que la en musique fait. peut être très abstraite, et Oui, puis elle a ce truc d'écoute, oui, donc qui peut-être donne au spectateur un endroit qui est en fait étonnant. Peut-être que c'est pas les mêmes publics aussi qu'un public qui va avoir de la danse, je sais pas. Alors il y a des publics qui se croisent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Moi, la sensation que j'ai, c'est que d'un point de vue musical, euh, l'endroit qui expérimente le plus, c'est la danse, mais c'est ma sensation. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens sont prêts à écouter des choses très 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 inconnues et diverses, effectivement appuyées avec un corps ou des corps qui dansent, pas dans le théâtre. J'ai cette sensation-là. Et que... j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. euh, oui, tu disais que donc tu parlais de la danse, Il y a des publics de la oui, réception. de la réception, oui. Et que j'ai l'impression qu'en art plastique, je sais pas, oui, que du coup, ouais, on est peut-être plus habitué à... Est-ce que le cinéma est poétique, par exemple? Parce que moi, je trouve que ton cinéma est poétique, mais est-ce que le spectateur peut recevoir cette poésie-là? J'ai l'impression que l'endroit aussi où c'est plus simple à le recevoir, c'est peut-être en art plastique, justement. Oui, Je sais rien, peut-être, je sais pas. peut-être. Tu posais une question importante Ah. aussi, qui, je trouvais, qui était la question du corps, en fait, et de la Mhm, présence du corps. mhm. Euh, euh, sans doute que la réaction est plus forte face à une présence, une forme de présence, que l'interprète en musique classique ou contemporaine ou enfin, de la musique instrumentale que j'ai pratiquée. En fait, il disparaît, entre guillemets, derrière la musique qu'il joue. Bon, évidemment, il y a les grands interprètes qui sont des stars et qu'on va voir pour eux-mêmes, bien sûr, mais sinon, souvent, il y a une sorte comme un rôle de masque, et l'interprète n'existe pas en tant que corps face au public, ou peu, en tout cas. Les chanteurs à l'opéra, peut-être, mais d'une forme tellement abstraite et tellement médiatisée. Euh, la scène pose la question du corps de façon beaucoup plus directe. Je pense que le cinéma peut le faire aussi, parce qu'il a un rapport à l'intime qui peut aller loin. Les arts plastiques peuvent le faire euh, également. Euh, je crois qu'on répond toujours à une présence. Hein, si on sent une présence. Si on ne sent pas de présence, on ne se sent pas tenu à répondre. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Une recherche d'une forme de présence. Alors tu vas dire, il y a des musiques dans lesquelles ce sentiment de présence est peut-être plus fort, dans des pratiques qui ne sont pas forcément européennes, ou dans lesquelles tu as une intégration beaucoup plus grande de la dimension corporelle, et même pas de dissociation de la musique avec la danse, par exemple, ou d'autres formes de théâtralité ou de théâtralisation. Moi, c'est un truc qui m'avait frappé de façon très, très simple et très directe à un moment où j'avais été au Brésil. C'est de voir... Mais c'est quelque chose que j'ai ressenti aussi autrement, très fort, dans le Pacifique aussi d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est le fait que la pratique musicale n'était pas coupée de la vie, en fait. Et qu'on pouvait se promener, je sais pas moi, dans la ville et à certains moments aller vers une musique qu'on entend et de voir des gens qui font la fête et d'être là avec les gens qui font la fête sur cette musique de façon tout à fait naturelle, avec une forme d'organicité
et pas du tout de séparation entre une scène, un public, des gens qui ont payé pour rentrer, des gens qui n'ont pas payé pour rentrer. Et bon, dans le Pacifique, c'est un peu pareil aussi. À travers, il y a une grande pratique du chant choral, par exemple, qui est liée aux églises dans le Pacifique. Et donc souvent, quand on marche, je sais pas moi, à Apia ou dans une ville, une petite communauté, n'importe où, il y a des églises et les gens chantent. Et c'est souvent très beau, en fait. Et on peut rentrer, écouter. Et là, c'est plutôt à travers une forme de spiritualité. De l'autre côté, c'était plutôt à travers un sentiment festif, quoique le sentiment festif, il est aussi dans la musique, je pense, religieuse et dans ses chants. Voilà. Alors ici, je suis toujours atterrée quand je tombe le dimanche à la radio sur France Culture ou ici sur la première ou n'importe quoi, sur des retranscriptions, enfin des rediffusions de messes où on a un rapport à la musique qui me paraît tellement souvent étrange et je me dis mais bon, pourquoi est-ce que ça paraît tellement dévitalisé en fait, et donc il y avait peut-être ces questions-là aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure, les limites posées par la société. On est créateur là où on est. Hein. On est ici à Bruxelles, voilà. Et donc on doit réagir avec le microcosme qui est autour de nous. Hein. Alors bon, on peut avoir des contacts ailleurs et avoir d'autres possibilités, c'est possible. Mais chaque fois, on sera tenu par l'écosystème dans lequel on est ou par les écosystèmes des médiums qu'on pratique. Hein. Je ne sais pas, que ce soit dans l'art contemporain, dans la musique contemporaine, dans le cinéma, à travers les festivals, etc. Voilà, on est toujours intégré à une forme de microcosme et on réagit dans ce microcosme, en fait. Alors peut-être l'idée, c'est d'essayer d'aller vers là où c'est le plus vivant pour soi. Hein. Ah, c'est intéressant. Oui, oui, c'est-à-dire du coup que... Parce que moi, quand tu évoquais là, le Pacifique et le Brésil, je pensais aux pygmées. Il y a des pygmées qui ont des chants a cappella. Ils n'ont pas été en contact avec d'autres sociétés, donc c'est très, très particulier à leur pratique. Et où il est question de... C'est hyper connecté en fonction de ce qu'ils font, s'ils chassent et s'ils travaillent, je ne sais plus moi... dans le village ou quoi, il y a des chants adaptés et chacun a une place. C'est-à-dire que c'est des polyphonies complètement incroyables. C'est quoi. les Bacchas, c'est ça. Ouais. Thierry Knopf a fait un film là-dessus qui est magnifique. J'ai pas vu. En tout cas, j'ai écouté des enregistrements parce que je me suis intéressé beaucoup au chœur, à cette question-là, la polyphonie. Là. Et, du coup, c'était frappant. J'écoutais ça une fois chez mes parents. Mon père, il a cru que c'était de la musique expérimentale. Tellement c'est inhabituel. Mais en tout cas, comment ça connecte à la vie de tous les jours. Je pensais à ça. Mais du coup, c'est marrant parce qu'en disant ce que tu disais dans l'écosystème, c'est comme si... Parce que moi, ça me fait rêver quand je vois cette manière d'appréhender la musique et qui, du coup, qui vient se heurter au réel d'ici. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas du tout dans nos pratiques. Et du coup, est-ce que ça a du sens de convoquer ça ici? Tu vois? Comment... Je pense que ça a certainement du sens. Il faut avoir la force de le faire. Je crois que c'est intéressant que tout bouge. Hein. On est dans une période où potentiellement on a accès à tout, littéralement. Hein. Donc, oui, on est dans ce métissage. Mais c'est pas pour ça que si on emprunte ce chemin-là, que ça sera facile. Parce que il peut y avoir une forme magnifique et qui a une grande pertinence, qu'on pourra avoir une grande pertinence à implanter ici, par exemple, mais qui simplement ne va pas trouver de place parce que simplement elle ne trouve pas
à s'intégrer dans le fonctionnement de la société dans laquelle on est. C'est compliqué, on n'est pas un artiste indépendamment d'un monde. Hein. Alors nous, on doit concevoir notre art ou nos arts le plus largement possible, mais on doit essayer de faire fonctionner ça où on est. Et du coup, le faire fonctionner, parce que ça revient, c'est la question, là, ça m'évoque ce que tu dis, avec tout à l'heure le fait de se heurter à des productions, des producteurs, enfin pas de se heurter à eux, mais de trouver des producteurs pour un projet, producteurs ou galerie, ou peu importe en fait. Hein. Mais en tout cas, de trouver une économie pour son art. Et qu'est-ce qui se passe si on ne la trouve pas? Est-ce qu'on fait quand même l'œuvre et qu'est-ce qui se passe si elle ne résonne pas? Est-ce qu'on fait une œuvre, selon toi, hein, est-ce que toi tu fais des œuvres pour le temps présent qui soient entendues avec une forme de reconnaissance? Ou est-ce que, peu importe, l'idée c'est de la faire quand même, de s'exprimer, et en fait elle trouvera peut-être écho plus tard, ou jamais, mais c'est le fait de poser l'acte, quoi. Bah, c'est mieux si ça trouve un écho, évidemment. Mais en même temps, s'il faut le faire, il faut le faire. Hein. Et je crois que si on subordonne l'œuvre à sa réception et aux conditions de sa réception, c'est un peu triste. Et c'est un peu ennuyeux aussi. Si on fait l'œuvre comme on peut la faire, en sachant que les mauvaises conditions de réception peuvent influencer sur ce qu'elle est, peut avoir une influence sur ce qu'elle est, et la transformer, en fait, en bien ou en mal. Je dirais, pour moi, c'est la seule chose à faire, en essayant de limiter l'incidence négative que peut avoir le milieu sur la non-réalisation ou le non-accomplissement de l'œuvre que tu peux produire. Enfin, il y a des gens qui ont produit des œuvres incroyables. Ce sont les exemples qu'on cite tout le temps, évidemment, Pessoa ou d'autres, qui ont écrit des œuvres monumentales pour des mâles en n'éditant quasiment rien de leur vivant et en se faisant découvrir après. Je ne sais pas si le pauvre Pessoa, qui était, je pense, comptable dans une compagnie maritime à Lisbonne, si je me souviens bien, en ayant 1000 activités encore, il était présent dans la vie culturelle aussi de Lisbonne, je crois, à ce moment-là, mais en tout cas, il y avait des contacts même internationaux avec des artistes, il se nourrissait. Mais il n'a pas publié de livres, sauf, je pense, une petite plaquette de son vivant. Le pauvre, il n'a pas bénéficié de son œuvre magnifique qui maintenant est un des fleurons de la littérature portugaise et mondiale, en fait. Mais il l'a fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que pour lui c'était important? Sans doute, je sais pas, sans doute, il a dû en souffrir certainement. Mais c'était pas tellement important qu'il a abandonné la création, quoi. Oui. Mais toi, du coup, ça veut dire que si tu te heurtes un projet de film où tu découvres que l'écosystème n'est pas prêt à le soutenir, est-ce que tu en écris un autre? Est-ce que l'idée de base se transforme et peut devenir autre chose? Elle peut devenir littérature, elle peut devenir autre chose, mais bon, c'est quand même, chaque médium est quand même fort différent. Donc, est-ce que tu attends ou est-ce que tu fais quand même avec une autre économie ou avec une autre manière de procéder? Comment tu vis ça? Ou En fait, c'est peut-être jamais arrivé aussi? Si c'est arrivé, j'ai pas de réponse générale par rapport à ça. Je n'ai qu'une réponse particulière par rapport au cas que j'ai vécu là et qui est un projet sur lequel on travaillait avec Guy et qu'on avait bien finalisé au niveau du scénario qui s'appelait Le Jaguar et qu'on n'a pas trouvé à produire. Jusqu'à présent, on avait trouvé un producteur au Portugal et on ne trouvait pas de producteur en Belgique, ce qui est un peu particulier, mais
c'est comme ça. Donc, simplement, on a laissé ce projet dormir. Guy, pour l'instant, il est dans une grande phase d'écriture, donc il écrit beaucoup. Il va publier son 3e roman bientôt. Voilà. Et moi, avec toute cette période, c'est tombé à peu près au moment du Covid et tout ça. C'est aussi une époque où je me sens très très fort sur la création graphique. Et donc, je ne ressens pas de manque par rapport à ça pour l'instant. C'est-à-dire que je ne me sens pas entravée par rapport à un désir de... Oui, je suis triste que ce projet ne se soit pas fait, mais en même temps, on avait été assez fatigués, Guy et moi, de l'énorme énergie qu'on devait placer pour monter ce projet. Alors qu'en soi, on n'a qu'une énergie et qu'on préfère toujours l'orienter vers une forme de création. Et donc, plutôt que de se perdre dans des énièmes dossiers infructueux, on a laissé ça pour l'instant en se concentrant sur des choses plus gratifiantes au niveau de notre création et de la nourriture qu'on a besoin d'avoir quotidiennement pour être bien au niveau de la création. Et donc, peut-être que ça ressortira un jour, peut-être pas. Moi, je pense que il me semble, pour moi, le désir de faire des films a souvent été lié à des formes de, comme dirait Deleuze, déterritorialisation. Hein. Donc, peut-être parce que quand on est dans un environnement, on le perçoit de façon ordinaire, on le prend comme donné, et donc on y est moins sensible. Par contre, en allant dans des environnements tout à fait autres, qui peuvent même être dans notre monde ici, hein, c'est pas forcément des ailleurs géographiques, il y a un désir d'enregistrement qui surgit. Peut-être que ça reviendra, je sais pas, on verra. En soi, de toute façon, pour l'instant, pour moi, le travail plastique est gratifiant. Et donc, voilà. Comment tu l'abordes du coup? Est-ce qu'il y a des problématiques qui sont communes entre musique, cinéma et art plastique? Comment tu vois? Entre collectif, parce que là c'est aussi individuel, alors que cinéma, bon pas la musique, mais le cinéma c'est une œuvre collective où il faut faire aussi des compromis à chaque étape, un peu une abandon de l'idée pour en trouver une autre, entre guillemets, même s'il y a quelque chose qui tient. Là, l'aquarelle, enfin, je pense à l'aquarelle, mais bon, plus art plastique, c'est plus personnel, mais bon, il y a peut-être quand même la question collective au sens de l'écosystème dont tu parlais. Et quels sont les moteurs de narration? Est-ce que tu racontes d'autres histoires? Est-ce que ce sont les mêmes histoires? Est-ce que c'est un rapport au médium aussi qui génère de la narration? Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de questions dans ce que tu dis là. Attends, je vais essayer Une par une. Une par une. La question de... Il y avait au moins 2 choses auxquelles je pensais et elles se sont... Le collectif, oui. Le rapport à l'œuvre, oui. Le rapport à l'œuvre en elle-même. Tout à fait. Alors en fait ça, oui, là c'est très... Les arts plastiques c'est plus immédiat, c'est la chose la plus immédiate. Tu fais quelque chose et tu le montres, voilà. Il n'y a pas plus simple. C'est un peu comme un écrit que tu publies, un texte que tu publies, oui, voilà, tu le publies, voilà. Le texte, tu dois encore passer par un éditeur. Mais l'œuvre plastique, oui, tu as besoin d'une galerie ou d'un espace pour montrer tes choses, et puis tu les montres, voilà, c'est très simple.
le film, comme tu disais, avant d'en arriver là, il y a un certain trajet. Pour la musique telle que je la pratiquais aussi, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Regarde au XIXe siècle, la grande tradition des virtuoses, interprètes, compositeurs, jusqu'à Liszt certainement, c'était d'écrire une musique et de la jouer soi-même et de la donner soi-même au public. Donc là, c'était immédiat aussi, en fait. Et on a perdu cette immédiateté à travers une forme de, je ne sais pas comment on peut dire, d'institutionnalisation de la pratique de l'interprétation et du fait qu'on confie cette pratique à une caste d'interprètes. Moi, il y a encore des grands compositeurs, interprètes, mais actuellement, personnellement, je ne vois pas directement de nom qui me saute à l'esprit. Je sais que, par exemple, Rachmaninoff était sans doute un des derniers grands interprètes, compositeurs. C'est sans doute là un manque de culture par rapport à... Il doit certainement y en avoir, mais c'est pas la majorité en tout cas. Ce que je veux dire simplement, c'est que la pratique sociale de notre monde là fait que, d'un certain monde, parce que c'est même pas du tout vrai dans d'autres mondes, comme dans du jazz ou de la chanson, du rock ou n'importe quoi, où les gens peuvent avoir un rapport beaucoup plus spontané à une forme d'expression et une moindre professionnalisation, en fait. Mais donc, par rapport à la musique, au cinéma, etc., les arts plastiques me paraissent comme plus évidents, plus immédiats, plus directs. Donc, on dessine quelque chose et hop, on le montre. Voilà. Alors, si on le montre sur les réseaux sociaux, c'est immédiat aussi. Hein. Il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Ça peut toucher quelqu'un, je sais pas moi, aux États-Unis, au Japon, n'importe où. Voilà. C'est quand même assez étonnant, je trouve, l'absence d'intermédiaires. Et ça, je trouve que c'est très chouette, même s'il y a une forme de dépendance par rapport à ces réseaux, bien sûr. Mais bon, ça, c'est la contrepartie. Ça, c'était un des aspects. Et alors, il y avait un autre aspect... La narration, ce que tu mets à l'intérieur de l'œuvre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est du même ordre, ou chaque médium, en fait, est comme une voie d'expérimentation qui diffère en fonction musique, texte, cinéma. C'est intéressant parce que il y a quelques années, j'avais découvert l'œuvre poétique photographique de Gustave Roux, un auteur suisse qui est mort dans les années 70, 73, je pense, 73, quelque chose comme ça, 74. Voilà, on avait été plusieurs fois en Suisse, consulter les fonds d'archives à Lausanne, etc. Bon, j'avais tout lu très attentivement, plusieurs fois, certaines choses. Le journal qui a été édité en plusieurs... il y a trois éditions différentes. Une édition qui était très expurgée au début, une édition un peu plus intégrale et encore une édition plus complète maintenant. Et je m'étais dit, tiens, j'ai vraiment envie de travailler là-dessus. Alors, on avait réfléchi avec Guy, on se disait, tiens, on va peut-être faire un film. Ce serait intéressant de faire un film autour de ce personnage, en n'ayant pas d'idée plus précise. Donc on a été plusieurs fois à Lausanne, on a commencé à travailler, à réfléchir, etc. Et puis... Juste, qu'est-ce que vous trouvez remarquable, ou que tu trouves remarquable dans ce personnage? Qu'est-ce qui fait que c'est un choix de... Le personnage est très intéressant parce que c'est un poète, c'est un des plus grands poètes d'expression française au XXe siècle, certainement. Et c'est une poésie qui est très fort ancrée sur son environnement direct, sur son rapport au milieu dans lequel il vivait, tout près de Lausanne, Carouge, et ce pays là autour de
autour de sa maison. C'était quelqu'un qui était d'une famille de propriétaires terriens et il devait normalement continuer à gérer son domaine comme paysan. Mais en fait, il a été attiré par plutôt le monde intellectuel et l'écriture, etc. Et donc, il a abandonné cette dimension-là. Okay. Et il est resté fasciné par ce monde paysan qui l'entourait et qui était en train de disparaître petit à petit, se transformer. Et il y a à la fois une fascination philosophique pour ce monde et une fascination érotique pour les paysans qui l'entouraient. Et de ça, c'est quelque chose qu'on sent dans sa poésie, mais c'est quelque chose qu'on voit surtout dans sa photographie. Okay. Et sa photographie, c'était une chose qui était beaucoup moins connue et qu'il a pratiquée depuis les années 20, 1920, jusqu'à sa mort, environ dans les années 70. Et donc, il y a un énorme corpus photographique, mais qui a peu été connu de son vivant, sauf que parfois, il donnait des photographies pour des reportages ou des choses dans les journaux, etc. Mais l'essentiel de son travail et cette fascination qu'il avait pour ses amis paysans qui étaient autour de lui, Okay. c'est quelque chose qui n'était pas aussi bien connu. Et quand je parlais des différentes versions de redécouverte de l'œuvre, en fait, à travers d'abord une gêne que le monde culturel suisse, ou même certaines personnes comme Philippe Jacotet, qui a beaucoup travaillé sur l'œuvre de Gustave Roux, pouvait avoir vis-à-vis de cette dimension homosexuelle dans le travail de Roux, eh ben, c'est quelque chose qui est allé à une prise de conscience qui s'est élargie. Et donc, nous, c'était un sujet qui nous intéressait et je trouvais intéressant le fait de travailler sur un poète qui était aussi photographe, en fait. Alors, pourquoi je raconte cette histoire-là ? Parce que on s'est demandé comment travailler là-dessus. J'ai commencé par prendre énormément de notes. J'ai des pages et des pages sur ces textes, enfin sur tout cet univers. J'ai dessiné aussi. J'ai fait une série de dessins sur ce personnage et son monde. Et on avait réfléchi à l'idée d'un film. Donc tu vois, là, c'est encore... je ne sais pas ce qui va advenir de ça, quelle forme ça va prendre. Mais pour l'instant, c'est encore dans une sorte de forme indéterminée qui peut précipiter vers du film, peut-être, ou un livre avec des images et du texte, ou une exposition, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une matière, et c'est un peu le hasard des circonstances qui va faire que ça va précipiter vers telle ou telle forme. Si subitement on sent qu'il y a une possibilité d'investiguer la dimension film, on pourrait aller dans cette direction-là. Voilà, donc je ne sais pas. Et ça, c'est du coup une question de production, tu vois, enfin, de faisabilité, tu vois, qu'est-ce qui détermine à un moment donné. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il n'y a pas de mur qui détermine l'existence, ou Oui. d'un coup ça devient évident que Oui. c'est telle forme et en fait ce sera telle forme, peu importe. Moi, je dirais, le système. on peut voir ça comme un fluide. Tu vois, un fluide qui exerce une pression, il avance, le fluide, et il va aller là où il y a une issue. Okay. En fait, Okay. L'eau, elle va vers, elle trouve la faille et elle passe dans la faille. C'est un peu ça. Donc, il y a une sorte d'intelligence du système qui fait que il y aura une ouverture quelque part à un certain moment, et c'est cette ouverture-là qui va être investiguée. C'est intéressant de voir ça comme ça. Ben, c'est, je dirais, une sorte de... La matière, elle est polymorphe à la base, tu vois. Elle peut peut-être se couler dans différentes formes, voilà. Et il y a entre autres l'intérêt d'avoir développé différents médiums, c'est de pouvoir jouer sur ces médiums et de
Peut-être, c'est un des intérêts. Oui, oui, exactement. C'est ça que je pensais, moi. C'est-à-dire Ouais. que, du coup, être comme l'eau, c'est d'avoir ce terrain d'expérimentation à la base qui permet ça. Parce que j'étais en train de me dire, tiens, mais quelqu'un qui se dit, moi, je veux faire que des films, bah, en fait, il peut se heurter. Tu vois, c'est le Don Quichotte. J'ai oublié son nom. Cervantes. Non, celui qui voulait réaliser Don Quichotte, qui a que des Ah oui, oui, catastrophes. Tu vois, l'un comment des il frères s'appelle oui, oui, Café je vois qui tu veux Brasil. dire. Oui, J'ai un oui, trou de mémoire. Terry Gilliam. Voilà. Moi, il y a une espèce de truc comme ça qui se heurte. Et en même temps, je me disais, mais peut-être qu'aussi c'est possible pour un cinéaste, ce serait d'écrire plusieurs scénarios aussi, en fait. C'est-à-dire que le terrain d'expérimentation, c'est d'avoir plusieurs histoires, courtes, longues, différents films, et peut-être. Bah, ils l'ont généralement, ils le Voilà, c'est font. ça. Mais aussi, plus généralement, je pense que le discours sur la création dans notre monde, c'est de dire qu'il y a une spécialisation. Mhm, c'est vrai. Et on va prendre par exemple quelqu'un, je pense à un exemple particulier, c'est Fellini, par exemple. On va dire Fellini, ah oui, le grand réalisateur Fellini, oui. Mais Fellini, il était aussi dessinateur. Ah oui, j'ai le bouquin là. Voilà. Un énorme. Il écrivait beaucoup aussi. Voilà, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je me Ses rappelais rêves. d'avoir vu ce livre Ah chez oui, toi. incroyable. Et donc, tu vois, la réalité, je pense, nous, on adore Manuel Oliveira, qui est un réalisateur portugais fantastique. Mais Manuel Oliveira, il a eu une pratique photographique toute sa vie, par exemple. Donc, en soi, il a écrit aussi. On restreint le discours sur le créateur, le mutile, en fait, on présente. Et, et très souvent, quand on présente après un certain temps l'œuvre d'un créateur, on s'étonne, ou on fait mine de s'étonner. Oh, quelle diversité, c'est étonnant. Il avait une pratique aussi dans ce domaine-là, dans ce domaine-là, dans ce domaine-là. Mais c'est que je crois que c'est très universel. Simplement, c'est pas dit. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En tout cas, pour revenir à l'eau, c'est intéressant quand même, cette manière d'envisager, parce que moi j'expérimente beaucoup, mais j'ai l'impression que je compartimente un peu plus. C'est-à-dire que si c'est destiné à la musique, c'est destiné à la musique. C'est pas comme si je suis en recherche. Là, c'est ça que j'entends là. C'est que vous êtes en recherche sur un thème, un personnage et son monde, et qu'en fait, ça met en route toutes vos différentes compétences et envie de recherche. Et des fois, ça réveille du dessin, ça réveille un texte, etc. Un film peut-être. Et en fait, la vie va laisser émerger Oui. d'une certaine manière, quoi. Mais je trouve ça chouette de l'envisager comme ça. Et la matière devient impossible aussi. Parce que pour l'instant, peut-être que ça deviendra un film, mais quand bien même, le fait d'avoir dessiné, peint des aquarelles, en fait, peut-être que ça deviendra aussi plus tard quelque chose aussi, en fait. Oui, C'est c'est pas ça. fermé non plus. Oui, ça peut rebondir. Bah, je dirais c'est aussi c'est pas une stratégie consciente, c'est plutôt une sorte d'approche pragmatique qui s'est installée parce que on réagit fort dans le monde dans lequel on est, quoi. Mais alors pour rebondir un peu sur cette question là de la spécificité des matières, tu vois, il y avait pour moi, il y a aussi une question que j'ai pu traiter de façon plus directe en tant que plasticien que dans toute autre forme tout autre médium, c'est la question du corps, en fait. Mhm. Et ça, c'est... je pense que si j'ai investi ce médium, c'est aussi pour investir cet aspect-là, je crois. Alors pourquoi est-ce que ça a eu une telle importance à un certain moment c'est très compliqué en fait. C'est lié à des questions qui sont vitales comme le désir, mais c'est aussi lié à des questions comme la douleur, le plaisir, la douleur. Et donc,
c'était pour moi le moyen le plus simple d'aborder ces thèmes-là. Dans le film, c'était beaucoup plus compliqué. On l'a fait, à travers certains films. Par exemple, je pense que si on prend un film comme, Daphné, je ne sais pas si tu te souviens de ce film-là? Mhm. C'est un film qu'on avait, Oui, je me souviens. voilà. Avant Hors-Champ, je pense. Oui, c'est ça. Mhm. C'est un film, où cette question est abordée, mais d'une façon très distanciée, en fait. Je voulais un rapport plus direct. Dans La Cavale blanche aussi, il y a cette question, du désir, et du corps qui est abordée, mais aussi d'une façon, assez compliquée, comme ça, assez, philosophique. Hem Cette question était aussi présente dans L'Effacé, Mhm. parce que autour du personnage de Roussel, on peut voir tout le, la prolifération, de textes de Raymond Roussel comme étant une sorte de paravent, de masque à, des questions plutôt, d'ordre du désir et corporel qui sont quasiment jamais exprimées. Mhm. Et ce qui était intéressant là, c'est qu'il a été très loin dans cette optique, puisqu'il a même été jusqu'à inventer un personnage, une femme à ses côtés, pour incarner cette, comment dire, cette forme de protection. Mhm. Et donc c'était le personnage de Charlotte Dufresne, cette femme qui a vécu avec lui pendant, des années, et qui est morte, à Bruxelles dans les années, au tout début des années 70 aussi d'ailleurs. Mais donc c'est une question qui est transversale. Simplement, à travers l'art plastique, le dessin, la peinture, c'est plus direct. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension plus intime, dans le sens où, comme c'est une écriture, les films dont tu parles, c'est une écriture à deux avec Guy, donc peut-être qu'il y a aussi un peu de pudeur, ou que le point de vue il n'est pas entièrement de l'un ou de l'autre, puisque c'est une coécriture, et que là d'un coup, dans l'art plastique, ça t'est très personnel, c'est ta vision personnelle peut-être. Oui, Donc ça permet d'aller plus loin, je sais pas, ou d'exprimer, ou d'être plus juste, je sais pas comment dire. c'est vrai, c'est vrai. Sans doute qu'il y a ça, je sais pas. Sur les films, avec Guy, on s'est retrouvés, de façon très simple, en fait, hein. Mhm. C'est pas qu'on voulait faire des films ensemble, c'est qu'on s'est mis à faire des films ensemble à un certain moment. Euh, et c'est venu de façon très très simple, en fait, et très naturelle. Euh, Ce qui est amusant, c'est que je vois dans les romans de Guy ou dans mon travail de plasticien, qu'on partage un certain nombre de thématiques, c'est clair, mais c'est pas ces thématiques-là qu'on a montrées dans les films, en fait. Je pense que il faut voir. Je me rappelle, j'avais un des premiers projets importants que j'avais fait. Ça s'appelait Champ de simplification. Je me rappelle d'avoir eu une réaction assez outrée de la part d'une journaliste à un certain moment qui détestait ce terme simplification. Elle dit simplification, c'est atroce, ça veut dire on simplifie, donc on simplifier une chose, c'est trahir une chose, etc. Évidemment, ce n'était pas du tout ça que j'avais en tête. Pour moi, la simplification, je le voyais dans un mouvement philosophique ou presque, je sais pas, d'épure, d'un travail d'épure, de simplification, donc d'enlever ce qui est superflu et d'arriver à l'essentiel. Ou quand on prend une équation, on la simplifie. Pourquoi ? Parce que c'est une étape pour arriver à la solution de l'équation. Et donc, je voyais ça plutôt comme une sorte de mouvement, un processus, dans un sens très positif. Et elle voyait ce terme de simplification dans un sens péjoratif. Mmh. Bon, soit. Mais ce que je veux dire, c'est que tout, je pense, à travers le temps, tout ce que j'essaye de faire, c'est d'aller vers la simplicité, en fait. Et
Et on n'est pas simple au début. On n'est jamais simple. On n'est pas simple pour 1000 raisons. On n'est pas simple parce que d'abord, soi-même, on doit gérer une complexité qui est grande et qu'on n'est pas toujours à même de gérer de façon optimale. On n'est pas simple aussi parce que le monde n'est pas simple autour de nous. Et qu'on ne trouve pas de façon affûtée, exacte, précise de dire les choses, sauf peut-être des très grands génies dès la jeunesse, il y en a. Hein. Je pense aussi qu'on n'est pas simple parce que pour avoir la simplicité de la flèche qui atteint le centre, il faut une technique éblouissante. Et que quand on est jeune, on n'a pas cette technique éblouissante la plupart du temps. Peut-être qu'on ne l'a jamais, mais ce que je veux dire, c'est que on passe sa vie à essayer d'être simple et à se simplifier. Enfin, moi, je vois ça comme ça, en tout cas. Et donc, peut-être maintenant, je peux aborder de façon plus directe des choses que je ne pouvais pas aborder quand j'étais plus jeune, parce que je n'avais pas les moyens techniques pour le faire, je crois. Et peut-être aussi la maturité. Et ça tient aussi aux attentes, hein, parce que ce qui est dramatique, je pense, pour un jeune artiste, c'est qu'il existe forcément dans un monde et que ce monde formule une pression sur lui. Il vit ça peut-être comme une attente que le monde pourra avoir à son égard ou son environnement. Et ça, dans une matière qui est très fragile et très malléable de la jeunesse, c'est potentiellement dangereux, en fait. Mais il y en a qui ont ce côté acéré et direct. Moi, je suis quelqu'un de très lent, je crois. Je mets beaucoup de temps à faire les choses. C'est le mauvais côté des choses, c'est que oui, ça me prend beaucoup de temps et qu'on peut se dire mais qu'est-ce que c'est pour un trajet complètement tordu, voilà. Le bon côté des choses, c'est que c'est un peu comme un oignon qu'on pèle, il y a toujours une couche en dessous, en fait. Et voilà, donc. Ok, j'ai envie de rebondir, mais je me dis que c'est bien. On va être à 11h. Oui, c'est bien. Pour moi, c'est parfait. Tu veux rajouter quelque chose, non? On est bien? Non, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Renaud, infiniment. De rien. C'était un très chouette moment. C'est un plaisir. Et alors, je dis salut à tout le monde. Au revoir à tout le monde aussi. Trop cool, Renaud. Ah, c'est passionnant, hein. J'adore ta vision des choses. C'est pas une vision, c'est une vision par défaut, en fait. C'est pas une vision par stratégie, c'est une vision par défaut, je crois.